Vous avez un étudiant de niveau B1 devant un article académique en anglais. Il lit, relit, comprend des mots, des bribes de phrases, mais pas le sens global. Il finit par décrocher. Maintenant, même question avec un étudiant de niveau B2 face au même texte. Il lit plus vite, comprend l'essentiel, attrape quelques mots nouveaux au passage. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Pas seulement le niveau général, la proportion de mots connus dans le texte. Et cette proportion, la recherche en didactique des langues l'a quantifiée avec une précision remarquable. On appelle ça la couverture lexicale. C'est le pourcentage de mots d'un texte qu'un lecteur reconnaît déjà. Et depuis 40 ans, les travaux de Paul Nation, Batya Lofer, Xueqiao Hu et Norbert Schmitt ont permis d'identifier des seuils critiques qui devraient structurer toute votre ingénierie pédagogique, que vous enseignez en présentiel, en hybride ou en ligne. Le premier seuil, c'est la zone de danger. En dessous de 90% de mots connus, plus d'un mot inconnu sur 10, la mémoire de travail de l'apprenant est saturée. Tout l'effort cognitif est mobilisé par le décodage mot à mot. Il ne reste plus rien pour construire du sens, encore moins pour déduire le sens des mots inconnus par le contexte. À ce niveau, deviner devient non seulement difficile, mais systématiquement erroné. Le texte ressemble à un puzzle avec trop de pièces manquantes. Ce n'est plus de la lecture, c'est de la survie. Entre 90 et 95%, on entre dans une zone intermédiaire inconfortable. Le fil est à peu près suivi, mais avec un coût cognitif très élevé et une compréhension encore trop lacunaire pour être vraiment utile sur le plan acquisitionnel. C'est à 95%, un mot inconnu sur 20, qu'on franchit ce que Lofer appelle le seuil minimal. La compréhension devient adéquate, acceptable. L'inférence contextuelle commence à fonctionner de manière fiable. L'étudiant peut déduire le sens de mots inconnus grâce au contexte environnant, à condition souvent d'être accompagné pédagogiquement. Ce niveau correspond à une maîtrise d'environ 3000 à 5000 familles de mots pour des textes écrits. Mais le seuil vraiment décisif, c'est 98%. 2 mots inconnus sur 100. À ce niveau, la compréhension devient fluide, autonome, et c'est là que quelque chose de très précieux se produit, l'acquisition incidente. L'étudiant apprend du vocabulaire nouveau sans l'étudier explicitement, simplement parce que le contexte est suffisamment riche pour que les mots nouveaux s'ancrent. Pour atteindre ces 98% sur des textes académiques authentiques, il faut maîtriser entre 8000 et 9000 familles de mots. Un chiffre qui donne la mesure du travail lexical à accomplir avec des étudiants entrant à l'université. Pour l'oral et la vidéo, la bonne nouvelle, c'est que le langage parlé mobilise des mots plus fréquents. 6000 à 7000 familles suffisent pour atteindre ces 98%. La mauvaise nouvelle, c'est que le caractère éphémère du flux sonore exige une automatisation du décodage phonologique bien plus rapide qu'à l'écrit. Il faut être honnête sur un point, le débat scientifique n'est pas totalement clos. Des études à grande échelle, notamment celle de Schmitt et ses collègues en 2011, menées sur 661 apprenants dans 8 pays, suggèrent que la relation entre couverture et compréhension est plutôt linéaire et continue, sans palier discret. Chaque point de couverture perdu réduirait la compréhension d'environ 2,3%. D'autres chercheurs, comme Lofer et Ravenshorst-Kalowski, avec 745 étudiants et un test psychométrique national, maintiennent l'existence de 2 paliers distincts. En pratique, les 2 lectures convergent vers la même recommandation opérationnelle. Ne jamais se satisfaire de 90%, viser 95% comme plancher et 98% comme cible. Ces seuils établis, la question qui se pose immédiatement est comment faire progresser les étudiants pour qu'ils y accèdent. Et c'est là que 2 grandes théories doivent entrer dans votre boîte à outils. La première, c'est la théorie de la charge cognitive de Sweller. Elle pose un principe simple. La mémoire de travail de vos étudiants est limitée.
Si la difficulté lexicale d'un texte la sature entièrement, il ne reste plus de ressources disponibles pour apprendre quoi que ce soit. L'input doit donc être compréhensible, ce qu'on appelle depuis Krashen le niveau I+1, un matériau légèrement au-delà des capacités actuelles de l'apprenant, mais dont il maîtrise déjà l'écrasante majorité. Ce concept reste utile, même si la recherche lui reproche de manquer de précision opérationnelle. Comment mesure-t-on exactement ce +1 ? C'est précisément là que les seuils de couverture lexicale apportent une réponse concrète. Mais attention, un input compréhensible ne suffit pas. Une fois la charge cognitive maîtrisée, il faut introduire ce que les chercheurs appellent l'effort productif ou les difficultés désirables. Demandez à vos étudiants de s'auto-expliquer le texte, de le résumer, d'être testés dessus. Ces tâches génératives, forcer l'apprenant à traiter activement l'information, sont parmi les leviers d'apprentissage les plus puissants documentés en sciences cognitives. Avec une condition absolue. Elle ne fonctionne que si le texte de base est compris à au moins 95%. En dessous, ces mêmes tâches deviennent contre-productives et créent une surcharge cognitive. Il y a un cas particulier qui mérite qu'on s'y attarde, la vidéo. Et là, la recherche nous réserve une surprise. En psychologie cognitive générale, le principe de redondance de Mayer stipule que présenter simultanément de l'audio et du même texte écrit surcharge les canaux cognitifs et nuit à l'apprentissage. Ce principe est bien établi. Pour les natifs. Pour les apprenants en langue seconde, la recherche le contredit clairement. Les sous-titres en L2, loin de surcharger, constituent un échafaudage cognitif extrêmement puissant. Ils réduisent l'effort de décodage phonologique, permettent de segmenter le flux de paroles et améliorent drastiquement à la fois la compréhension et l'acquisition lexicale incidente, avec des tailles d'effet très importantes dans les méta-analyses. Les travaux de Van der Planck montrent d'ailleurs que les comportements des apprenants face aux sous-titres évoluent sur plusieurs mois. Au départ, les étudiants faibles lisent les sous-titres plus qu'ils n'écoutent, ce qui compense leurs lacunes phonologiques. Progressivement, l'écoute prend le dessus. Autre principe validé pour la vidéo, la segmentation. Une vidéo longue sature la mémoire. Les étudiants apprennent significativement mieux avec des modules courts, entre 3 et 6 minutes, qui laissent au cerveau le temps de consolider les modèles mentaux entre deux segments. Et le contrôle donné à l'étudiant, pouvoir mettre pause, revenir en arrière, est crucial pour qu'il gère lui-même sa charge cognitive. Ces principes posés, il faut maintenant penser à la trajectoire, sur la durée, parce que ce qui est utile pour un débutant peut devenir nuisible pour un expert. C'est ce que la recherche en psychologie cognitive appelle l'effet d'inversion de l'expertise, documenté systématiquement par Caliuga et ses collègues. Au point de départ, disons les niveaux A2 à B1, l'objectif est de sécuriser les 95%. À ce stade, la charge intrinsèque de la langue est énorme. L'enseignant doit fournir un guidage maximal. Texte préenseigné ou simplifié pour que 95% du vocabulaire soit déjà connu, sous-titres systématiques pour les vidéos, glossaire intégré, locuteur unique, rythme lent. Toutes ces aides réduisent la charge dite extrinsèque, celle qui ne contribue pas à l'apprentissage, pour libérer de la capacité cognitive pour ce qui compte vraiment. À mesure que l'étudiant progresse, vers B2 et au-delà, l'objectif bascule, viser les 98%, avec des textes authentiques de plus en plus complexes, et surtout retirer progressivement les aides. C'est le principe du fading, l'estompement de l'échafaudage. Et c'est ici que l'effet d'inversion de l'expertise prend tout son sens. Les aides qui étaient vitales pour le débutant deviennent nuisibles pour l'expert. Forcer un étudiant avancé à lire des sous-titres qu'il n'a plus besoin de lire ou à consulter un glossaire de mots qu'il connaît déjà crée un conflit cognitif et mobilise inutilement sa mémoire de travail. Il faut supprimer les sous-titres, introduire des vidéos multilocuteurs, des accents variés, des débits plus rapides, tout ce qui force l'intégration des indices audiovisuels sans béquilles textuelles.
Ce principe d'enseignement différencié selon le niveau n'est pas une option pédagogique parmi d'autres. La recherche invalide scientifiquement l'approche one size fits all pour des groupes hétérogènes. Un dernier mot sur ce que la recherche ne sait pas encore bien: l'impact des IA génératives sur ce processus. L'hypothèse d'une paresse métacognitive, l'étudiant délègue l'effort de compréhension à la machine et perd le bénéfice de l'effort productif, est théoriquement bien fondée au regard de la charge cognitive. Mais les données longitudinales manquent encore pour statuer définitivement. C'est une hypothèse à surveiller, pas un fait établi. En résumé, voici ce que la recherche vous dit pour concevoir vos cours. Calibrez vos supports pour que vos étudiants connaissent au moins 95% du vocabulaire. C'est le plancher en dessous duquel rien ne fonctionne vraiment. Segmentez vos vidéos en modules de 3 à 6 minutes, utilisez les sous-titres comme échafaudage pour les niveaux intermédiaires et insérez systématiquement des tâches actives entre chaque segment. Puis, à mesure que vos étudiants progressent, retirez les aides progressivement, parce que ce qui protège l'apprenant novice entrave l'apprenant expert. L'objectif final, c'est d'amener l'étudiant vers ses 98% de couverture autonome sur des textes authentiques, le seuil où la compréhension devient réellement acquisitionnelle.